Aujourd'hui, je reçois Angélique qui est Chief Data and Performance Officer chez SNCF Connect and Tech. Avant ça, Angélique était CDO depuis 2018 chez Oui SNCF. Donc elle a beaucoup de recul sur le métier. On va parler de la stratégie data qu'Angélique a mis en place sur les 4 dernières années, des chantiers principaux, mais aussi de ses plus gros challenges, notamment la difficulté à s'aligner côté data sur une vision technologique commune ou à embarquer le métier. Hello Angélique, ça va? Bonjour Robin, ça va très bien et toi? Bah écoute, au top. Je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Tu te demandes quels sont les plus gros challenges des leaders data et IA. On a créé un dossier dans lequel on synthétise les challenges de chaque boîte reçue sur le podcast cette année. Dans chaque épisode, je demande aux invités quelles sont leurs plus grosses difficultés. On les a toutes centralisées dans ce dossier. Pour le recevoir, il suffit de s'inscrire à la newsletter. Je te mets le lien en description. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur SNCF Connect and Tech et peut-être sur l'organisation data un peu globale dans un premier temps, s'il te plaît? SNCF Connect and Tech, c'est une entreprise tech française, la leader dans son domaine. On a 2 activités principales. On a, SNCF Connect, qui est le tout en un des mobilités durables, où on peut acheter ses billets de train, mais aussi ses billets du quotidien. Et puis on a aussi une autre marque commerciale moins connue qui s'appelle Tesmo, qui, nous permet en fait de vendre, du coup des solutions, digitales, pour, les régions ou pour, les agents SNCF. Le lien avec la SNCF qu'on connaît tous, c'est que c'est une filiale ou c'est 2 entreprises séparées complètement? Alors en fait, la SNCF a été réformée. Aujourd'hui, on appartient à la SA Voyageurs et au sein de la SA Voyageurs, on est une filiale effectivement, qui sommes indépendants et qui devons distribuer les billets de train et aussi les mobilités du quotidien et tout ce qui s'appelle, du coup les solutions digitales, technologiques pour les régions ou pour l'interne. Donc on est à peu près, 1 300 personnes et on est, sur 3 sites. On est à Saint-Denis, en Île-de-France, on est à Lille et puis à Nantes. OK, et du coup, côté data, un petit peu dans les grandes lignes, comment vous êtes organisés? Aujourd'hui, dans l'équipe data, on est 40 personnes qui se répartissent autour de 3 pôles. Il y a un pôle, data dédié, data gouvernance et data services, où il y a à peu près une dizaine de personnes qui s'occupent de toute la partie, collecte, transformation de la donnée, mise à disposition de la donnée et évidemment la gouvernance qui va avec. Il y a une deuxième équipe, en fait, aujourd'hui, il y a pareil une dizaine de personnes qui s'occupent exclusivement de la performance. Donc c'est comprendre les leviers, en fait, qui expliquent la variation de notre volume d'affaires et enfin, une dernière équipe, pareil, à peu près une dizaine de personnes, qui s'occupent de toute la partie connaissance client, connaissance des utilisateurs pour aider à activer et mieux satisfaire nos clients. Et alors, la particularité qu'on a chez SNCF Connect and Tech, c'est que ça, c'est plutôt la partie, on va dire, métier data. Et en fait, à ces 40 personnes s'ajoutent 40 autres devs, des data ingénieurs, qui sont du coup sous le Chief Technological Officer chez nous. On reviendra peut-être un peu sur cet aspect, organisationnel, mais avant ça, je suis curieux qu'on revienne un peu dans le passé et que tu nous expliques, quel est le contexte data lorsque tu prends, toi, la direction de cette équipe? Quand j'ai pris la direction de l'équipe, c'était en 2021. SNCF Connect n'existait pas encore. On était à l'époque Oui SNCF. Et à l'époque, on distribuait exclusivement en fait des billets de train. Et du coup, j'ai pris en fait l'équipe en 2021 dans un contexte assez particulier puisqu'il y avait 2 enjeux phares. Un, on venait de finir notre migration cloud dans AWS. Et donc, du coup, on avait tous les assets data qui venaient de migrer sur AWS, qui était un enjeu très fort, mais en fait, il fallait qu'on soit prêt avant le lancement de Connect. Et 2, on avait un nouvel objet Connect qui n'était plus exclusivement sur de la billetterie train, mais qui devait donner des services autour de la mobilité, à savoir plus d'itinéraires, à savoir aussi la distribution de transport du quotidien. Et lorsqu'on s'est appelé, tu m'as parlé de quelques gros chantiers que tu as menés avec ton équipe. Je te propose qu'on les passe en revue, un par un. Le premier justement, c'est celui qui est lié à la technologie et les outils, donc en lien aussi directement avec la migration, dont tu viens de parler. Peut-être tu veux nous en dire un petit peu plus, là-dessus? On a suivi la stratégie technologique de l'entreprise qui était de tout basculer sur AWS. Et donc, du coup, on était plutôt comme beaucoup de personnes autour de la data en 2021 dans du on-prem et qu'il a fallu basculer sur du coup du cloud. On a fait une stratégie très simple qui est de prendre l'existant et de le migrer, basta en fait. En gros, on a pris les choses et on les a migrées dans le cloud sans forcément en fait avoir une stratégie de clouder, on va dire ça comme ça. On a vraiment copié-collé, je simplifie les choses. Ce qui nous a en fait amené à être prêts au moment du lancement de Connect. Donc du coup, la data était toujours là pour pouvoir mettre à disposition des équipes dans le pilotage, pour pouvoir activer la donnée pour le client. Donc ça, c'était plutôt une réussite. Mais en fait, on a un petit peu à ce moment-là oublié les bénéfices et tous les services que peut proposer le cloud. On s'est retrouvé au fil des années à avoir finalement une base de données qui grossit
sans forcément raisonner data platform et du coup, ça nous a créé des problématiques fortes de coûts, puisque la base de données, il fallait qu'elle grossisse et du coup, on n'utilisait pas non plus toutes les technologies qui étaient autour d'AWS. Donc en gros, c'est qu'il y a eu un grand chantier technologique. Un, on a migré et deux, en fait, on a essayé de travailler, en fait, sur une vision cible de la data platform et de voir comment on pouvait utiliser tous les services managés que AWS pouvait nous proposer. Tu peux nous illustrer un cas, ça va être par exemple, rationaliser la manière dont les modèles ont été pensés ou c'est même certaines briques d'AWS du coup qu'il fallait utiliser, qui n'étaient pas encore exploitées à ce moment-là? On avait une base de données Postgre où étaient, plugués en fait tous nos data marts. À un moment donné, bah, cette base de données a une limite parce qu'en fait, l'objet SNCF Connect quand il est sorti en 2022, bah, c'était un lancement, mais en fait depuis, on a grossi, grossi. Aujourd'hui, je vais vous donner on a à peu près 1,5 milliard de visites. Vous imaginez bien en fait dans une année. Donc forcément la donnée a grossi et en fait nos bases de données sont arrivées à saturation. Le seul moyen qu'on avait nous pour en fait tenir la charge, que ce soit dans les gros moments commerciaux ou les moments où on avait beaucoup de données, c'était d'augmenter. Sauf qu'à un moment donné, on arrive à une limite et le risque qu'on avait, c'était de perdre de la donnée. Donc ce qu'on s'était dit, c'est que c'était pas le bon modèle de données qu'on avait choisi au départ. Donc oui, il a fallu refondre en fait la modélisation de nos données et repenser et de raisonner plutôt sur une plateforme dans du S3, classique, de ce que pouvait proposer AWS. Donc c'était un peu, ouais, une nouvelle, migration à l'intérieur de la Une ma migration, Voilà, c'est entre ça, guillemets. exactement. Et alors je suppose qu'il y a plein d'outils, mais est-ce qu'il y a quelques outils clés un peu de votre dispositif que tu peux mentionner? Alors, l'archi en tant que telle, c'est, une archi assez classique AWS sur, du S3 et du coup, on a du alors aller dans le détail, c'est un peu difficile pour moi, je t'avoue, parce que du coup, je suis pas une archi ni une urba. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'on s'est outillé pour que les data scientists et aussi, le métier, les data analysts puissent travailler, en fait, sur cette stack. Qu'est-ce qu'on a fait? Le premier élément, c'est par rapport aux data scientists qu'on a dans l'entreprise, ça a été un d'arrêter en fait un outil qu'on avait de modélisation qui s'appelait IBM SPSS. Je ne sais pas si les personnes connaissent, mais c'est un vieil outil. On est passé sur DataIQ, qui est un outil, qui est super parce qu'il permet à la fois de créer des modèles, de pouvoir commencer à faire du data management et qui permet aussi d'industrialiser. Donc ça, c'est la première transformation qu'on a fait, donc accompagner les équipes pour utiliser en fait DataIQ. Sauf que c'est qu'une petite partie des équipes et pour accélérer l'usage, parce qu'on s'est rendu compte en fait que c'était pas assez, on est en train de le faire, de le mettre en place, Starbust, pour pouvoir en fait l'accélérer, pour qu'il y ait un plus grand nombre de personnes qui puissent taper et utiliser les données de la data platform. Ensuite, il y a un second chantier dont tu m'avais parlé qui était celui de la gouvernance de la donnée. Je te laisse m'en dire un peu plus là-dessus. Ah oui, alors la gouvernance de la donnée, beaucoup de chief data officers ont le même sujet de savoir, bon bah alors, c'est vraiment, toujours un, comment dirais-je? Pas un sacerdoce, mais pas loin. Donc en fait, en 2018, quand j'avais pris le poste de chief data officer, on a mis en place une gouvernance de données, du coup avec le comité data transverse, voilà, des rôles bien définis, des responsables de source. Ça roulait. Quand on a migré en fait et qu'on est passé en 2022 en fait avec la partie, du coup de SNCF Connect, tout a été un peu chamboulé. Je ne l'ai pas dit en introduction, mais en fait, vous imaginez bien que notre donnée qui était vente et client, elle s'est élargie, elle a grandi. Donc ça veut dire que la gouvernance de données, il a fallu la repenser. Et en parallèle, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu des sujets techniques. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, on a été très aspiré par les projets techniques et on a mis un peu de côté la gouvernance de données en se disant: «Oh, c'est pas grave, on va migrer, on va travailler sur ce sujet-là d'abord et on verra la gouvernance data après». Et ça a été un peu une erreur parce qu'en fait, on a omis, certains sujets de rôle, de responsabilité et au fil des mois, on a senti qu'il y avait quelques, frottements qui pouvaient exister. Donc qu'est-ce qu'on a fait cette année? Du coup, on est en train de retravailler sur un plan de gouvernance de la donnée en grand sur toutes les entités de l'entreprise, chose qu'on n'avait fait que sur, la partie connect, mais cette fois-ci, on va vraiment le déployer, à toutes nos activités. Il y avait une initiative dont tu m'avais parlé aussi. Tu peux peut-être nous expliquer comment ça s'insère dans le programme que vous êtes en train de lancer. C'était celle de la fresque de la qualité de données. Je trouvais ça intéressant. Peut-être que tu réexpliques un peu ce que c'est, comment ça s'est passé. Nous, ce qui est très fort pour, du coup, dans l'ADN data et dans notre stratégie data, c'est comme beaucoup de personnes, c'est un, c'est il faut que la donnée soit de qualité. C'est essentiel et il faut que la donnée soit utile et il faut qu'elle soit RGPD compliant. Ça, c'est vraiment notre stratégie de base et qui fait qu'on est by design, on fait vraiment attention à ça et on met en place tout ce qu'il faut, des indicateurs. Alors, soit il y a des indicateurs, il y a des nuages, il y a des soleils pour pour que les gens puissent savoir qu'ils peuvent utiliser la donnée ou alors sur les dashboards, il y a des petits triangles, attention, la donnée n'est pas chargée. Tout ça, on le met en place. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'on n'a pas assez acculturé le métier et toutes les personnes autour de nous. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé une méthode qui est la fresque de la qualité de la donnée, qui permet en fait tout simplement de savoir tout
les personnes qui sont impactées concernant la qualité de la donnée. Donc c'est un peu un jeu de cartes où on doit définir, qui sont les rôles, définis clés autour de la qualité de la donnée. Qu'est-ce qu'on doit faire en fait en cas de problème de données? Est-ce que c'est de la remédiation? Est-ce que c'est juste de la correction? Enfin voilà. Tous ces sujets-là, ça permet d'expliquer, de mettre tout le monde autour de la table pour travailler sur ces sujets collectivement et de se rendre compte s'il manque ou pas des processus ou s'il manque en fait, des éléments, autour de notre axe de la data. En fait, c'est un jeu qui permet, ouais, de venir, faire des ateliers pratiques, mais sympas avec les métiers pour en même temps évangéliser, former sur ces sujets, quoi. Exactement et ce qui est intéressant, c'est que la première fois, on l'a fait en pilote avec le groupe SNCF. On a fait 2 groupes, alors des entités différentes, on a été séparés et donc là, du coup, il y a on travaillait vraiment sur des aspects, du coup, plutôt rôle, responsabilité, chacun de notre côté. Les 2 fresques qu'on a sorties étaient complètement différentes. Parce que les groupes, en fait, entre eux, on se rend compte qu'à chaque fois, ils ont une vision assez différente et ce qui est intéressant, c'est pas tant le résultat qui nous amène à cette fresque-là. C'est surtout que les personnes comprennent que la qualité de la donnée, c'est l'affaire de tous. Ensuite, il y avait un troisième chantier dont tu m'avais parlé, c'était celui du temps réel. C'est un sujet qui revient tout le temps, mais où parfois on ne sait jamais trop si l'entreprise en a vraiment besoin ou pas. Là, sur SNCF, juste de l'usage du produit, moi je vois que bien évidemment, c'est un sujet qui, chez vous, doit être clé. Donc, curieux que tu nous en dises un peu plus là-dessus. Alors, sur le temps réel, c'est une grande histoire. C'est vraiment, et je le vis encore et je vais vous raconter pourquoi il y a pas plus tard que 2 jours. Du coup, on met à disposition, en temps réel, le volume d'affaires, les commandes qu'on a du jour et toutes les alors le temps réel, nous, il a 5 minutes, mais bon, c'est déjà bien et en fait, la directrice générale, la directrice commerciale, tout le monde est, les yeux rivés sur ce temps réel pour voir un peu comment se passe le business. Ça, j'ai envie de dire, c'est un peu le quotidien. Mais on l'utilise beaucoup, pendant des moments clés, en fait, de l'entreprise. Par exemple, j'espère bien que vous avez acheté, vos billets de train pour Noël sur le site SNCF Connect et ce jour-là, on est rivés tous sur le temps réel et on essaye de regarder, en fait, comment le business, du coup, est en train de croître ou pas, d'ailleurs, en fonction d'objectifs qu'on fixe. Ça permet quoi? Parce que c'est un objet qui permet évidemment de faire des choses. Si on se rend compte que par rapport aux objectifs, en fait, le business n'est pas au rendez-vous, ben, on peut peut-être actionner des notifications, on peut imaginer d'envoyer des newsletters en avance. Enfin, voilà, ça permet vraiment d'ajuster en fait, du coup, les actions marketing derrière. Donc ça, c'est vraiment l'objet et il est partout. C'est-à-dire qu'on les a mis dans la cafétéria en fait de l'entreprise pour que les gens puissent voir un peu, comment en fait le business, quotidiennement augmente. On l'a mis il y a maintenant 1 an sur les téléphones et les smartphones en fait de toutes les personnes qui en ont besoin pour le suivi en temps réel. Et là, justement, il a migré dans la nouvelle data platform, il y a 2 jours, en shadow, hein, pour l'instant, on fait une migration et après on le mettra en prod et on supprimera l'autre quand on aura terminé. Et là, ils sont venus me voir en disant: «Angélique, on est à 10 minutes, de latence. Est-ce qu'on le met en prod?» Et ben, j'ai dit: «Non». C'est pas possible. C'est 5, voire en dessous, mais pas 10. Donc du coup, les équipes techniques vont retravailler pour être sûr que ce soit 5 minutes. Et le 5 minutes est vraiment important. Et ça, c'est lié donc, au fait que ce soit un business avec un besoin de réactivité dans les actions marketing au sens large, on va dire. Alors, dans les temps forts, oui, je vais vous donner un exemple, mais qui était assez frappant, là, vous l'avez peut-être tous en tête, à Gare du Nord, en fait, à Paris, ils ont trouvé une bombe de je ne sais plus quelle guerre mondiale, mais en tout cas une ancienne bombe. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a suivi, pas tant le volume d'affaires, mais il y a tout à coup un trafic qui va augmenter et ce qui est intéressant, c'est comment je fais à ce moment-là. Alors là, évidemment, cet exemple, je vous le donne, tout le monde en a entendu parler, donc c'était facile, c'était aux infos. Mais du coup, il faut quand même informer les clients, il faut suivre en fait toute cette activité-là et du coup, ça nous permet aussi nous de mieux adapter en fait, nos actions derrière. Est-ce que tu veux nous illustrer, peut-être un cas d'usage, supplémentaire, le type d'analyse peut-être sur lequel, vous travaillez? Alors je vais donner un cas d'usage qui est pas récent mais qui continue en fait à perdurer. C'est ce qu'on appelle chez nous ma rétrospective. Qui est né d'une idée d'un hackathon en interne, donc du coup une idée d'innovation avec des personnes qui l'ont proposé et c'est tout simplement en fait un bilan annuel, qu'on propose aux clients pour, leur dire: «Vous avez voyagé X kilomètres en train cette année» et on le compare en fait à l'économie d'émissions de CO2 par rapport à la voiture. Et alors ce qui est intéressant dans ce cas d'usage, c'est qu'on se dit: «Ah ouais, bah, c'est normal, c'est p hyper facile en fait, on peut, il y a rien d'incroyable dans ce cas d'usage». Si, parce qu'en fait, il faut calculer, on se rend pas compte, la donnée, moi j'ai pas le nombre de kilomètres parcourus par les gens, donc il faut le calculer. J'ai pas non plus le nombre de kilomètres parcourus entre, Paris-Marseille, il faut que je le calcule. En fait, tous ces éléments-là, ont été des choses qu'il fallait fabriquer, que les équipes ont dû mettre en œuvre et donc du coup, on a dû en fait faire énormément de calculs. C'est pas des calculs complexes, mais c'est pas ça qui m'intéressait, c'est de m'assurer que la donnée était juste et une fois de plus de qualité puisqu'après à la fin de l'année, on va dire à la personne: «Tu as parcouru tant de kilomètres
et ça t'a permis d'économiser tant de CO2. Ouais et puis c'est super intéressant parce que c'est un cas d'usage aussi là, pour le coup, qui va toucher directement les clients finaux, qui potentiellement, peut, avoir de l'impact même sur le business, je suppose à la fin? Ce qui est pas l'enjeu, c'est plutôt un enjeu de pour le coup, nous, satisfaction utilisateur et puis, en fait, ce qui était intéressant, c'est que les personnes, une fois qu'ils le reçoivent, c'est notre sa rétrospective, ils la partagent autour d'eux. On a eu un succès auquel on ne s'attendait pas. Ça faisait plaisir, aux personnes et les questions qu'on se pose, parce qu'on parle quand même de la data, en fait, dans le podcast, c'est: «Je le fais une fois par an, j'ai mes agrégats qui sont régulièrement calculés, mais est-ce que j'industrialise en fait, du coup cet objet de manière, pérenne dans le temps? On a fait un choix stratégique nous, c'était de non pas le faire pour pouvoir se réinventer à chaque saison qu'on pouvait offrir aux clients. Je sais pas si c'est la bonne stratégie, mais en tout cas voilà, nous c'était un choix qu'on a fait et du coup ça permet en fait aussi à voilà, à réfléchir pour la suite et à se donner des opportunités et du coup à continuer d'innover en tout cas sur, Oui, ce se laisser sujet-là. la flexibilité de changer l'analyse, peut-être rajouter des éléments. J'étais curieux qu'on fasse peut-être un petit pas en arrière par rapport, voilà, aux grands chantiers dont on a déjà parlé, aussi aux différents cas d'usage et que tu nous parles des plus grosses difficultés. Tu dirais que soit tu as rencontré toi en tant que leader ou que vous avez rencontré en tant qu'équipe dans le cadre un peu de tous ces chantiers, quoi? Alors, il y a eu évidemment pas mal de difficultés. Une des plus grandes et qui nous a pris du temps, du coup, qu'on pourrait qualifier dans la conduite du changement et l'alignement des équipes, c'est qu'on se rendait compte qu'on était, plusieurs directions et qu'en fait, l'équipe data, souvent, elle est un peu, derrière, toutes les priorités, hein. Donc c'est-à-dire qu'il y a le commerce qui veut ses priorités, il y a la direction produit qui veut ses priorités, il y a la direction, client qui veut ses priorités et nous, on se retrouve avec, du coup, une liste incroyable de backlog et il faut prioriser. Donc on fait des choses assez classiques, on instruit les sujets, on priorise et puis on fait une liste et puis on délivre, on dit combien de temps on va mettre et puis on suit le backlog et puis on est en mode agile et donc du coup, on donne, à chaque sprint l'information. Mais sauf que ce modèle-là, à un moment donné, il est arrivé à bout de souffle parce qu'en fait, il y avait des équipes qui avaient des priorités qui arrivaient par-dessus et du coup, les équipes, elles s'en sortaient plus, elles n'arrivaient plus à prioriser. On a mis en place la méthode des OKR, Objective Key Result, qu'on a mis au niveau du CODIR. Donc nous, CODIR, on a décidé du coup avec mes pairs d'avoir des objectifs communs, des KR communs. Et du coup, mes équipes, elles rentrent dans ce cadre de mesure-là et de ce cadre de priorité pour être complètement autonomes dans leur choix. Ce qui m'a permis en fait déjà de l'alignement, ce qui a permis d'éviter de toujours taper à la porte pour crier le plus fort pour que les les sujets passent avant les autres. Donc ça a quand même mis de la sérénité. Et avec du recul, puisque ça fait la deuxième année qu'on a mis en place, du coup, cette méthode, les équipes me disent: «Ça a changé ma vie. Maintenant, je peux dire non facilement au métier» et je leur dis: «Est-ce que c'est dans les OKR ou pas?» Et du coup, les managers, du coup, sont moins confrontés, en fait, à faire des choix arbitraires, par rapport à certaines priorités qui peuvent arriver en urgence. Mais vraiment, ils se mettent dans ce cadre, du coup, de mesure. Et puis, on a eu aussi une autre difficulté, en fait, c'était avec la partie technologique. Comment aligner, en fait, sur la vision tech de la data? Ça a été vraiment pas simple et on a, du coup, fait beaucoup de tomes de targeting model. On a essayé de travailler, en fait, ensemble pour savoir quelle était la vision cible qu'on pouvait aller voir de la data platform. Mais une fois qu'on a travaillé ça, c'est quelle technologie on met derrière. Alors, je vais pas citer tous les éditeurs qui pouvaient nous aider ou nous accompagner ou les technologies qu'on choisissait, mais c'est vrai que ça a pas été simple parce que nous, on avait des convictions fortes autour de la donnée et on avait des personnes très fortes au niveau de la technologie et du coup, faire parler les 2, ça n'a pas toujours été facile. On a fait, beaucoup d'ateliers parce qu'en fait, on se rend compte qu'on ne parle pas toujours la même langue et donc du coup, c'est important que, ben, quand un urbain parle de capabilities et que nous, on parle de domaine de données, bah, c'est chouette, hein, mais comment on s'accorde ensemble pour pouvoir travailler? Ça rejoint le sujet qu'on abordait tout à l'heure. C'était une fois qu'on va dire la grosse migration, la première avait été faite, c'était pour venir un peu rationaliser à l'intérieur de la plateforme ou faire un peu la migration à l'intérieur de la migration dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est par exemple les briques que tu as mentionnées type, Dataiku ou Starburst ou c'est plutôt dans les briques, dans AWS spécifiquement là, sans forcément rentrer dans le détail, mais c'est pour comprendre un peu? En fait, non, les Starbust et DataIQ, j'ai envie de dire, c'est des outils qu'on plug. Là, je suis vraiment dans le cœur de la machine de la data platform. À un moment donné, ben, il faut que je range ma donnée, il faut que je range dans chaque étape, dans la collecte, dans le raw, dans le fait que ce soit transformé ou la golden, partie. À ce moment-là, en fait, ça paraît, pas si simple que ça, mais il faut bien ranger, en fait, sa maison pour pouvoir après travailler dessus. Donc c'est Oui, pas donc tant c'est les vraiment, ouais, outils. les tables, comment elles sont organisées, vraiment les modèles, ce qu'on appelle le modèle de données, quoi. Le modèle de données et toute la gouvernance qu'il y a derrière, les formats, enfin voilà, c'est vraiment des sujets qu'il faut, du coup mettre à plat et travailler tout de suite. Qui accède à quoi? Qui est responsable de quoi? C'est vraiment un chantier, qui est passionnant, mais qui demande un peu de temps et d'alignement surtout, parce qu'on
parle pas toujours la même langue. C'est ça qui est intéressant. Et le dernier point dont tu m'avais parlé aussi, qui, de ce que j'avais compris, avait été une difficulté, c'était, d'aller, embarquer le métier. C'est un point qui revient, souvent. Embarquer le métier, c'est toujours un sujet. Alors souvent, le métier vient nous voir et disent: «Bon Angélique, je voudrais un dash». Bon, enfin, en tout cas à mes équipes. «Tu veux un dashboard?» «D'accord». Et tu veux quoi? C'est quoi ton problème? Et en fait, il faut vraiment toujours essayer de comprendre quel est le problème que le métier est en train de mettre en avant, plutôt qu'il nous apporte la solution. Donc, du coup, c'est essayer de comprendre vraiment qu'est-ce qui les chagrine, qu'est-ce qui les empêche en fait de travailler aujourd'hui ou les empêche de dormir. Et une fois quand on travaille à comprendre ce dont ils ont besoin, quel est leur problème, on peut nous travailler sur la solution. Donc du coup, souvent, c'était difficile d'embarquer le métier parce qu'ils arrivaient tout de suite avec la solution alors que c'était pas du tout ce qu'on allait leur proposer. Donc il y avait ce sujet-là. Après, on a évidemment mis les OKR, donc ça, c'est facile parce que du coup, maintenant, ils sont embarqués avec nous. Et ce qui est incroyable aujourd'hui, alors j'en ai pas parlé dans les outils, mais on a mis en place aussi un outil de data vis pour surtout les métiers qui s'appelle ClickSense. On a plus de 300 utilisateurs aujourd'hui qui l'utilisent, dont le métier, et aujourd'hui, ils sont complètement autonomes dans leur analyse, assez simple, ce qu'on appelle nous de type 1, pour qu'ils puissent être autonomes. Donc aujourd'hui, le métier, on a réussi à les embarquer et ils deviennent autonomes, en tout cas dans l'usage de la donnée, pour piloter leur activité, faire leur activation, enfin tous ces sujets-là. Vous avez, en fait un framework ou, une stratégie, précise justement avec, des analyses qui sont de type 1, qui sont celles qui sont complètement, pas déléguées, mais sur lesquelles le métier est complètement autonome et après il y a des analyses, plus complexes. Enfin, comment ça fonctionne? D'un point de vue stratégique, ce qu'on se dit, c'est que si la donnée est disponible et que le métier, en fait, il peut accéder tout de suite à sa donnée via des dashboards, il doit être complètement autonome, il se débrouille. Alors, on lui dit pas: «Débrouille-toi». On met en place évidemment des espaces de dialogue, de montée en compétences. Sur Click, là, ils sont en train de mettre en place des VIP sessions où en fait, les experts, on s'inscrit sur un fichier Excel et ils viennent, vraiment, avec les personnes pour travailler en fait sur la compréhension des modèles de données, sur la compréhension de pas mal de choses dans Click. Donc ça, c'est important et en fait, au fur et à mesure, bah, le métier il devient de plus en plus autonome forcément, il comprend la donnée. Un autre moyen aussi de les rendre autonomes, on fait des jeux. Là, il y a le jeu de Noël qui va arriver à partir de lundi. C'est un peu comme une chasse au trésor. On met des énigmes, ils doivent aller dans Click et à la fin, ils gagnent un cadeau. Et en fait, on met en place toutes ces idées en fait autour de ça pour que le métier sache que ah bah oui, moi je travaille peut-être sur cette donnée-là, mais dans tel dash, il y a aussi cette donnée qui pourrait m'intéresser. Ça peut aussi m'ouvrir des choses. Et donc du coup, ils ne demandent plus aux équipes data de travailler sur ces sujets-là. Ils y vont tout seuls en autonomie. Donc c'est vraiment tout ce sujet-là de vraiment faire en sorte qu'ils soient autonomes et qu'ils comprennent en fait tout ce qui est mis à disposition du métier. Quelles sont les prochaines étapes pour l'équipe data chez SNCF Connect and Tech? Alors, les prochaines étapes, évidemment, on en a beaucoup. On a des projets autour de nouvelles données qu'il va falloir appréhender. Des nouvelles données, il y en a beaucoup. Il y a la donnée voyageur, par exemple, qu'on n'a pas du tout encore exploitée, qu'on ne collecte pas d'ailleurs. Il y a la donnée information voyageur. Tout à l'heure, on a parlé de Gare du Nord, mais en fait, toute cette donnée-là, quand on informe le client qu'il ne faut pas aller à Gare du Nord parce qu'en fait, la gare elle va être fermée, c'est une donnée en fait qui vaut de l'or et qu'il faut analyser. Donc, il y a tout un pan autour de nouvelles données sur Connect et du coup, trouver en fait tout ce qu'on peut faire autour de l'activation pour satisfaire nos clients. Et il y a aussi, comme je vous ai dit, on a une nouvelle marque, hein, qui est commerciale, qui est Tesmo, qui est, du coup, éditeur de solutions et en fait, bah, tout sur ces éditeurs de solutions, bah, il y a tout à écrire. Donc là, il y a une page blanche où il y a toute la stratégie à mettre en œuvre autour de ces différents objets qu'on va, du coup, distribuer. Écoute, Angélique, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? Je vais proposer un film, du coup, qui s'appelle The Creator de Gareth Edwards. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un film sur l'IA, un film futuriste de science-fiction. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il donne, du coup 2 visions, différentes des sociétés qui ont fait dans l'usage de l'IA. Il y a d'un côté l'Amérique et d'un côté la Nouvelle-Chine et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça donne 2 visions différentes et 2 futurs possibles de ce qu'on peut faire avec l'IA de demain. Donc je conseille d'aller voir ce film de science-fiction qui est très chouette. Excellent. Et du coup, toi, tu préférais vivre du côté, États-Unis ou du côté Nouvelle-Chine? En fait, ce qui est intéressant dans le film, c'est que c'est 2 visions qui s'opposent et c'est un peu l'Orient et l'Occident, en fait. Mais, du coup, c'est vraiment, bah, l'Amérique, c'est très caricatural, hein. C'est vraiment, très caricatural où, voilà, l'IA, est contre l'homme. Enfin, je veux pas trop raconter. Vas-y, spoil pas, Mais, tu raison. voilà, je veux pas spoiler. Mais en tout cas, c'est très intéressant de voir ce que fait, du coup, la Nouvelle-Chine avec l'IA et du coup, ce mix entre l'humain, parce qu'on en a pas beaucoup parlé, hein, l'humain et l'IA générative qui fait un tout. J'aime beaucoup cette vision-là. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Oser, parce qu'en fait, du coup, c'est un peu comme ma pratique de yoga. Je suis, pas une débutante, mais il y a des postures assez difficiles comme celle du corbeau. Je ne sais pas si tu la connais? Ça me parle. Ça te parle? Au début, on n'y arrive pas
Il faut oser pour la faire, hein, parce qu'on est en déséquilibre et on a peur de tomber. Et à force, de persévérance et ben, à un moment donné, ben, on y arrive parce que du coup on travaille, voilà, on est, rigoureux, on pratique et ben, en fait, c'est un peu ça dans le travail, il faut oser et on y arrive toujours. Excellent. Bah, écoute, Angélique, on va finir là-dessus. Je vais pas te demander de nous faire une démo de la pose du corbeau. Mais C'est merci gentil. beaucoup en tout cas d'être venu partager ton retour d'expérience sur le podcast. C'était vachement intéressant. Dites-nous dans l'audience ce que vous avez pensé de cet épisode. Mettez-nous un petit commentaire. Je vous dis à bientôt. Merci Angélique. Merci Robin. Pour info, DataGen, c'est aussi un collectif de top profil data indépendants. Grâce au podcast, on a réuni des pointures issues des plus belles boîtes. Si vous avez besoin d'accélérer et que vous souhaitez être accompagné par les meilleurs, vous pouvez réserver un appel de découverte avec moi via le lien en description.